Bonjour à vous. Et bien pour continuer cette présentation de la magigraphie, je vais remonter dans le temps et vous parler de ma carrière professionnelle, la façon dont petit à petit j'ai été amenée à imaginer cette nouvelle activité, cette nouvelle pratique. Cela s'est passé en 3 temps. Après des études en histoire de l'art, j'ai entrepris des études en restauration d'œuvres sculptées. Des études vraiment passionnantes. J'ai adoré cette période où j'ai appris toutes sortes de pratiques. Alors la restauration d'œuvres sculptées, c'est à la fois artistique et scientifique. Artistique dans le sens où on apprend par exemple le modelage, le dessin, la pratique des couleurs, comment les broyer, les faire à l'ancienne. Des techniques anciennes aussi comme la dorure à la feuille. Enfin bon, il y a beaucoup à en dire. Modelage, moulage, photo. Ça a été vraiment très riche artistiquement. Et puis le contact avec les œuvres d'art, c'était très enthousiasmant. Mon point de vue scientifique, c'était de la chimie, de la physique, etc. Une fois mon diplôme en poche, alors ça c'est la première phase de mon activité professionnelle. J'ai exercé en tant que restauratrice d'œuvres sculptées dans des musées régionaux et sur Paris aussi. Et si vous voulez, autant le métier, les études et le métier sont très beaux, ma foi, j'ai compris que ce n'était pas profondément ce que j'avais envie de vivre tout au long de ma vie. Donc assez rapidement, j'ai bifurqué. Ça a été mon premier virage professionnel pour devenir à part entière artiste créatrice. J'avais déjà pressenti depuis longtemps que c'était quelque chose que je devais expérimenter. Mais là, j'avais les outils techniques en main et bon, ça devenait urgent et important de devenir artiste. C'est pourquoi pendant plus d'une décennie, j'ai expérimenté. Je me suis donné à corps perdu à la création artistique, expérimenté toutes sortes de techniques, modelage, peinture, création multimédia et photo. Alors, pour parler précisément de la photo, puisque ça a un grand rapport avec la magigraphie, eh bien, en photo, j'ai évolué de la photo de paysage, des créations abstraites, et puis j'ai expérimenté aussi les portraits. Dans les séances de studio, ça a été vraiment magique. C'était mon premier contact avec enfin, un premier sens relationnel, une première approche relationnelle qui allait m'amener petit à petit vers une pratique thérapeutique. Le métier d'artiste, c'est un métier qui m'a procuré beaucoup de plaisir, des heures magiques, vraiment, des difficultés aussi, parce que on est beaucoup seul, et des hauts, des bas. Et là, dans ces séances de studio, j'ai pu voir que les personnes ressentaient devant l'objectif photo une gêne. Ah, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça m'a vraiment interpellée. Et comme par ailleurs, on me disait que les personnes me disaient « ça me fait beaucoup de bien de discuter avec vous », bon, ça a fait son chemin en moi. Je me suis dit « tiens, ouais, ça fait plaisir, quoi ». Mais au gré de mes lectures, par exemple sur l'hypnose, je me suis dit ça m'intéresse vraiment très fort, l'intériorité de la personne. Je me suis dit que peut-être un jour j'expérimenterai ça, je ferai des études, mais ce n'était pas encore bien clair. En fait, il a fallu qu'il y ait un virage dans ma vie, un virage personnel déjà, et une période de bilan.
une période de doute. Et oui, comme artiste, eh ben, on est amené parfois à douter de ce qu'on fait. Et là a commencé pour moi une autre période. Par mon approche artistique, j'avais toujours recherché, en fait, la lumière intérieure, exprimer ce qu'était pour moi le mystère. C'est cette période de bilan qui m'a permis de le comprendre et de comprendre que je voulais en fait explorer la psyché. Eh bien, en fait, j'allais sauter ce pas-là et apprendre l'hypnothérapie. Un premier cursus auprès d'NLP international, puis un second sur Paris à l'Institut Sakti, un troisième auprès des docteurs Paré, Cereza et Mondini, puis des stages en médecine tibétaine, des stages en soins énergétiques. Alors toutes ces approches sont complémentaires et m'ont permis d'apprendre davantage d'outils pour accompagner les personnes qui venaient à moi. Je me rappelle très bien de ma première séance, d'hypnothérapie et de tout ce que cela m'a révélé. L'hypnothérapie, voyez-vous, c'est une approche naturelle, simple, un face-à-face, une complicité. C'est important, encore une fois, c'est du relationnel. Est-ce que vous faites confiance à la personne qui est en face de vous et vous sentez-vous prêt, vous sentez-vous prête? Et là, c'est un proche qui s'est prêté au jeu et je l'ai découvert sous un autre angle. Je me suis découverte en même temps. J'ai découvert que dès la première fois, je pouvais accompagner et puis vraiment aider à faire sortir de la personne ses ressources cachées. C'est fascinant. C'est fascinant de voir que en fait, la personne, c'est de l'auto-hypnose, si vous voulez. C'est parce qu'elle est OK pour pouvoir entreprendre ce chemin qu'on va pouvoir ensemble expérimenter, avancer vers l'inconnu. L'inconnu, c'est l'inconscient. Et en hypnose, on ne dort pas, en fait. On est conscient de ce qui se passe. Et on peut, ça dépend des cas, mais on peut parler, dire ce qu'on voit, ce qu'on entend. Je reviendrai sur les aspects techniques de la pratique hypnothérapique dans de futures vidéos. En fait, au fur et à mesure de mes accompagnements, j'ai pu examiner qu'il était important de se centrer sur ce qu'il se passait en ce moment. C'est une chose d'aller dans le passé, chercher l'origine des traumatismes que peuvent
connaître les personnes, les phobies, etc. Ça peut être lié à des souvenirs passés, présents dans l'inconscient toujours. Mais le fait de s'intéresser à ce qui se passe en ce moment apporte une approche vraiment passionnante et peut-être plus ludique. Et en fait, le fait de se rendre présent à soi-même, à son corps, à ses pensées, vraiment à l'instant présent dans toutes ses dimensions, nous apprennent beaucoup. Nous apprennent à conscientiser tout ce qui peut nous traverser, à comprendre autrement notre perception de la vie, de notre environnement. Ces différentes approches de l'hypnothérapie apprises auprès de mes différents professeurs, que je remercie au passage, m'ont permis d'avancer moi-même sur mon chemin de vie, de m'ouvrir à beaucoup de compréhensions diverses et variées, d'ouvrir ma perception du monde et des autres. Et ça m'a permis de comprendre aussi que c'était une approche globale qui serait celle qui me parlerait le plus, une approche qu'on peut appeler holistique. La troisième période a donc commencé pour moi le jour où j'ai repensé aux séances photos et à ces moments émerveillés où mes clients découvraient leurs clichés et découvraient aussi qu'ils avaient une perception erronée d'eux-mêmes. En assemblant ces deux approches, je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à creuser. Et il a fallu la lecture de Psychomage de Jodorowsky pour réaliser qu'on pouvait vraiment associer ces deux approches. En effet, c'était à la fois un artiste et un thérapeute. Et là, ça m'était révélé, ça existe déjà. Et ça m'a permis aussi de créer le terme de la magigraphie. Psychomage, magie, c'était un terme qui me parlait. Et voilà, la magigraphie était née. Il ne me restait plus qu'à réfléchir à la façon de conduire les séances. Ce n'était qu'un premier pas que j'ai franchi grâce à mon entourage. Et petit à petit, j'ai trouvé les outils qui permettaient de mener une séance d'une façon où les pratiques artistiques et thérapeutiques soient liées ensemble. Je reviendrai là-dessus dans une vidéo ultérieure. Et oui, j'aime aménager mon suspense. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt pour écouter de nouvelles aventures en magigraphie.